Aussi bien sur l'ensemble de l'Isère que la région essaie de sauvegarder les cépages et plus loin même jusqu'à l'arc alpin, les cépages anciens et oubliés, représentent un petit peu 150 cépages, voire même plus. Hein. Ça va jusqu'aux vallées de la Suisse, le Piémont et plus loin. Voilà. Et plus particulièrement aujourd'hui, donc on a la présence de Julien Gonin, qui est vigneron à Saint-Chef, qui s'occupe, qui est très passionné par l'ampélographie et qui fait partie, et qui est vice-président du centre d'ampélographie alpine. Et puis on a un autre Nicolas Caillot, qui est sur le coteau du Gier, et donc c'est près de Givors, Saint-Étienne, sur la commune de Tartaras, et il sauvegarde aussi un vignoble sur le coteau du Gier, et notamment ils sont aussi en train de sauver 2 cépages anciens sur ce coteau, il va nous en parler. Et voilà, et du coup, côté vigneron du Trièves, pour parler du Trièves, on est aussi dans cette démarche-là, et on essaie de sauver les cépages qui existaient avant le phylloxéra. Je vais laisser la parole à Nicolas. Gilles m'a demandé de parler de la viticulture de l'Isère, la viticulture et de l'ampélographie de l'Isère, donc je vais essayer de faire ça en une demi-heure à peu près. Donc ça va être un petit peu probablement très court, hein, puisque si le vignoble isérois est inscrit notifié sur aucun atlas des vins, c'est un vignoble oublié, en renouveau total depuis quelques années. Bien paradoxalement, la viticulture de l'Isère a été très importante les autres fois. Donc on a eu jusqu'à 35 000 hectares de vignes sur le département, vers 1850. On avait environ 12 000 hectares de vignes à la Révolution. Donc en fait, la superficie a triplé en 2 générations pendant la période de l'ère industrielle. Et puis elle a lentement décliné, donc on était encore à 25 000 hectares au début du XXe siècle, pour être à 10 000 hectares dans les années 50, et aujourd'hui c'est environ 600 hectares, ce qui est encore beaucoup. Donc il y a eu une immense superficie à une époque, et il y a aussi une ampélographie locale dauphinoise qui est très importante. Il y a un nombre de cépages cultivés à une époque qui a été très important. Donc on sait qu'on a eu au moins la culture, il y a environ une centaine d'années, d'au moins une quarantaine de cépages différents dans le département de l'Isère. Mais c'est certainement plus, parce que j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois au domaine de Vassal, à Marseille-en-Plage, qui est la plus grande collection de cépages au monde. J'ai eu accès aux archives du domaine. Et donc là, par exemple, je suis tombé sur une liste de cépages, d'une vingtaine de cépages isérois, qui étaient complètement disparus. Donc dans l'absolu, on ne sait pas, et je pense qu'on ne saura jamais combien on a cultivé de cépages en Isère, mais c'était un nombre très important. Donc pourquoi autant de cépages en Isère? C'est qu'on a une topologie, une géologie, une climatologie qui est très diversifiée dans le département. Quand on parle du secteur de Vienne, où on a un climat rhodanien, jusque dans le Trièves, là où on est aujourd'hui, où on a un climat méditerranéen, mais très alpin. On a plein de myriades de microclimats, de terroirs. Donc pendant des siècles, nos aïeux, les vignerons isérois, ont sélectionné des cépages pour être plantés un petit peu partout et pour que ça puisse donner des résultats intéressants. Tout d'abord, déjà pour produire du raisin, pour s'adapter aux conditions, aux contraintes, on va dire, du climat, de l'habitat. Et puis, petit à petit, il y a eu une sélection qui s'est affinée, mais comme partout en France, comme partout dans le monde, pour vraiment permettre d'avoir des cépages qui puissent coller le plus possible à ce qu'on appelle le terroir. Donc, je vais faire une petite parenthèse, on va dire pédagogique, pour vous expliquer plus concrètement ce que c'est qu'un cépage. Pour faire un petit peu d'ampélographie. Donc l'ampélographie, c'est la science qui étudie les cépages. Donc en Europe, on estime le nombre de cépages à 6000. Donc c'est quand même énorme. Mais c'est sûrement plus, parce que par exemple en Italie, on est bien incapable de dire combien il y a de cépages. Et donc tous ces cépages européens sont issus d'une même espèce. Donc c'est l'espèce Vitis vinifera. Donc c'est celle qui nous intéresse uniquement. Et la culture de la vigne remonte à 7000 ans au moins, voire peut-être 10 000 ans. Donc pour certains, ça a commencé dans le Caucase il y a environ 7 à 8 000 ans.
Pour d'autres personnes, c'est encore plus vieux, ça serait le nord du croissant fertile, donc le sud de la Turquie. Et voilà, donc ça fait environ 8 à 10 000 ans qu'on cultive la vigne et qu'on se sert des cépages, qu'on sélectionne les variétés issues de cette seule espèce du genre Vitis vinifera. Donc comment on a fait pour avoir 6000 cépages à partir d'une seule espèce, et comment on fait après pour préserver les caractéristiques du cépage. Donc pour créer un cépage, c'est pas compliqué, il faut faire germer un pépin, tout simplement. Chaque fois qu'un pépin de raisin germe, on a un nouveau cépage. Vous avez un pépin de persin qui germe, ça ne donnera pas du persan. Ça c'est quelque chose à savoir, hein, il y a beaucoup de confusion autour de ça. Et en fait, c'est un croisement, pendant la période de floraison, il y a une reproduction sexuée qui se fait, donc il y a un brassage génétique, et chaque pépin qui peut potentiellement germer donne un nouveau cépage. Et donc, pour les 40 cépages dauphinois dont on connaît l'existence, peut-être que de nombreux pépins ont germé et n'ont pas donné des pieds qui étaient suffisamment intéressants, qui n'ont pas été sélectionnés pour pouvoir être cultivés, pour être gardés. Et donc, petit à petit, on a sélectionné ces cépages-là, et quand on a estimé qu'ils étaient suffisamment intéressants pour être conservés, donc on a voulu conserver leurs caractéristiques, et donc là, on récupère des bois, de taille, des sarments, donc soit avant le phylloxéra, donc on bouturait, c'est-à-dire qu'on mettait des sarments d'environ 30-40 cm dans le sol et ça poussait, ou alors soit on marcotait. Et puis depuis le phylloxéra, donc on est obligé de greffer. Donc on a continué à faire de la même manière, mais en se servant de portographes américains, donc d'autres espèces originaires d'Amérique du Nord. Et donc il faut bien comprendre ces deux choses-là. Donc l'histoire de la viticulture, depuis 10 000 ans, c'est des pépins qui ont germé et qui ont été sélectionnés par les vignerons un petit peu partout en Europe. Et voilà, c'est pour ça qu'on a une telle diversité. C'est pour ça qu'au départ, la viticulture, la vigne était une plante méditerranéenne, mais elle a couvert quasiment tout le continent européen. Excusez-moi. Et donc ça, c'est toute la richesse ampélographique à l'heure actuelle. C'est que si maintenant, par exemple, j'ai 2 pépins qui ont germé à côté de mon pressoir. Donc, pour l'instant, c'est un cépage, ce sont 2 cépages différents, que je suis bien incapable de nommer parce que je ne les connais pas, je ne connais pas leurs caractéristiques. Donc il serait très intéressant, par exemple, de faire une analyse génétique, ADN, pour connaître les parents. Puis à partir de là, si, admettons par exemple, je cultive la mondeuse et le persan sur mon vignoble, si c'est un croisement de mondeuse et de persan, ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce que comme c'est 2 cépages qui fonctionnent très bien dans la région, voilà, le croisement de 2 cépages bien adaptés. Excusez-moi, c'est direct. Et alors par contre, si c'est par exemple, si c'est un croisement de 2 autres cépages, par exemple, le pinot noir et le gamay, qu'on a planté plus tardivement dans la région, qui sont plutôt des cépages précoces et qui étaient plus là pour faire du volume que vraiment des vins de terroir, je risque d'avoir un descendant qui sera peut-être pas adapté à ce que je recherche. Donc de toute façon, dans le cas positif où ça pourrait faire quelque chose de très intéressant, il me faudra plusieurs décennies pour connaître les véritables caractéristiques de ce cépage-là. C'est très intéressant, mais il faut bien prendre conscience de tout le travail qui a été fait pendant des siècles auparavant, que tous ces cépages, les verdès, les persans, les mecs, les cervanins, sont les cépages qu'ils sont, mais peut-être pas les meilleurs au monde. Là, je suis peut-être un petit peu négatif, mais en tout cas, c'est ceux qui sont mieux adaptés pour l'instant dans l'état actuel des choses, au climat et au terroir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Donc là, maintenant, on peut parler un peu plus de la viticulture iséroise. Donc environ une quarantaine de cépages cultivés, et puis une quinzaine de cépages dont on va dire exclusivement plantés en Isère, ou en grande majorité plantés en Isère. Donc ce qui était intéressant, c'est les aires de culture. On ne peut pas dire qu'un cépage est réellement
autochtone local, parce que on va dire jusqu'à il y a 200-300 ans en arrière, on ne savait pas quand et où ces pépins avaient germé. C'est souvent, c'était des vignes sauvages qui avaient été repérées par des vignerons ou par des paysans et qui trouvaient intéressant et qui finissaient par multiplier, par le bouturage ou par le marcottage. Et en fait, c'est pour ça que on a... Voilà, j'ai eu un petit trou, excusez-moi. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler d'aire de culture d'un cépage que de cépages vraiment locaux, parce qu'on s'est rendu compte que certains cépages du sud-ouest en fait, étaient des descendants du Savagnin, du Jura. Donc en fait, il y a une immense thèse qui a été faite l'année passée par Thierry Lacombe, toujours du domaine de Vassal, donc qui a fait les tests ADN de 2400 cépages et qui a fait l'arbre généalogique de la viticulture, on va dire européenne, enfin de tous ces cépages-là. Il y a eu d'immenses surprises sur l'origine des cépages. Mais bon, l'important c'est que quel que soit l'endroit et l'époque où ces pépins ont germé, le résultat c'est plutôt l'aire de culture, là où le cépage s'est adapté. Et donc en Isère, en fait on a plusieurs types d'aires de culture. En regardant ça sous l'angle du cépage, par exemple, on a la mondeuse noire qui est cultivée dans une dizaine de départements à peu près, un petit peu en Suisse, dans le Jura aussi, pas uniquement dans le Rhône-Alpes. Donc ça c'est plutôt ce que je me permettrais d'appeler un cépage de région. Pareil pour le Viognier, pareil pour l'Altesse, qui sont cultivés sur 4 ou 5 départements, enfin les autres fois, parce que maintenant le Viognier est cultivé un petit peu partout, dans le sud de la France. Après, le persan a été cultivé que sur 2 départements, donc là on a des aires déjà qui se réduisent un petit peu, donc l'Isère et la Savoie. Après, pour revenir sur quelque chose de plus spécifique à l'Isère, on avait la Verdesse qui était présente un petit peu dans tout le département d'Isère, et en dehors de ça, on ne la retrouve quasiment pas, un petit peu en Savoie et apparemment en Italie aussi. Idem pour le Cervanin, qui était majoritairement planté en Isère, qu'on retrouvait un peu en Savoie et un peu dans le Bugey, mais pas de la même manière. Et après, on réduisait encore les aires, c'est-à-dire qu'on avait des cépages à l'échelle de l'arrondissement, par exemple la Sérénaise, qui a été cultivée que le long du département, enfin pas du département de l'Isère, de la rivière. Puis on réduit encore un petit peu plus. On avait certains cépages cultivés à l'échelle du canton, comme les Trappes de la Duye, ou comme l'Onchette du Trièves, tout simplement, ou comme le Meccle de Bourgoin. Et donc, par exemple, pour le Meccle de Bourgoin, c'est un cépage qui était cultivé que sur 4 cantons, et en particulier sur quelques villages. Donc, quand j'ai découvert tout ça il y a déjà quelques années, je vous avoue que j'étais quand même plus qu'époustouflé par le fait qu'on puisse cultiver certains cépages que sur quelques villages et nulle part ailleurs. Donc, il y a une époque où 80% de la viticulture française est représentée par 8 cépages uniquement. Donc, on ne va pas les citer, on ne va pas leur faire un peu plus de pub encore. Bon, je dirais juste qu'un cépage du Bordelais représente à lui tout seul 15% de la superficie viticole française. Donc là, il y a un sacré contraste. Et puis, dès qu'on monte à 90% de la superficie viticole française, là, on a 10 cépages en plus. Donc ça fait une vingtaine de cépages environ. Donc on a très fortement réduit la diversité variétale viticole en 150 ans, depuis le Phylloxéra. Et donc, malheureusement, l'Isère est un des départements qui a le plus souffert, parce que, vu le vignoble immense qu'on avait, puis vu l'ampélographie locale qui était très complexe, tout ça a failli disparaître. C'est plus le cas maintenant. Mais bon, le gros souci, c'est qu'il n'y a pas eu d'accompagnement administratif, surtout au moment de la création des AOC. Donc, contrairement à la Savoie, dont certains fonctionnaires ont incité fortement les vignerons à créer une AOC, et aujourd'hui on a plus de 2000 hectares d'AOC en Savoie, donc c'est pas ce qui s'est passé en Isère. Ça aurait pu se faire, c'est là où on se rend compte de tout le pouvoir des hommes politiques et des administratifs, et si ça avait été le cas, on aurait aujourd'hui entre 3 et 5 000 hectares d'AOC en Isère. Donc ça, je cite Michel Bouche, qui est le directeur du syndicat des vins de Savoie. Donc ça, c'est des choses qui sont vérifiées.
Donc pour l'administration iséroise dans les années 50, 60, 70, c'était plutôt la priorité aux grandes cultures, à l'élevage, au lait, au tabac. Bon, mais pas à la viticulture, donc il faut vivre avec. Et dans les années 50, il y a eu la création de la liste nationale des cépages français, qui ensuite a été reporté, le modèle a été reporté au niveau européen, dans tous les pays d'Europe. Et donc, il y a eu une réunion, je crois que c'est en 1956, donc ça c'est des propos que Jean-Michel Boursicot, donc l'autre ampélographe de Vassal, nous a tenus il y a quelques années lors d'une réunion. Et donc, en gros, les gens ne sont pas revenus à cette réunion, les cépages n'ont pas été inscrits dans la liste nationale, et ils ont perdu le droit de les cultiver, quoi. Donc apparemment, c'est ce qui s'est passé en Isère. Il semblerait qu'aucune personne n'ait pris le soin de se déplacer à ce genre de réunion, pour une raison qui était inconnue de nous, inconnue maintenant. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir que tous les cépages exclusivement isérois ont été rayés de cette liste, quoi. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas rentrés dans cette liste-là. Et les cépages que je vais appeler mixtes, c'est-à-dire pas uniquement isérois, comme le Cervalin, qui étaient classés par exemple en vin de Savoie, eux ont sauvé leur peau parce qu'ils ont probablement été classés par les Savoyards. Donc il y a eu ce grand traumatisme administratif. Donc, il y a eu d'autres choses, il n'y a pas eu que ça, mais après c'est un peu plus général. Le phylloxéra, on a tout arraché, on a tout replanté. Donc tout ce qui ne correspondait pas à une production qui était déjà rentrée de plein pied dans la production industrielle a été abandonné. L'exemple, c'est le Bia blanc, c'est un des plus grands cépages blancs de la région, et qui était très coté avant le phylloxéra, qui se vendait à un certain prix sur Lyon, qui était surtout planté en Isère, mais aussi en vallée du Rhône et puis en Savoie. Donc on a retrouvé 14 pieds à Promont, on n'en a pas retrouvé d'autres. Donc là, ça fait plus de 150 ans environ, 120, 130 ans que la vigne, la culture de cette vigne a été abandonnée, donc on n'a quasiment rien retrouvé. Et donc il y a les bois de Vassal qui sont là, la collection. C'est à ça aussi que sert la collection de Vassal. Alors après, l'autre grand traumatisme, ça a été la création des premières AOC, donc plutôt dans les années 30, 40, 50. Donc là, on est parti sur des cépages, j'aurais du mal à dire, les plus qualitatifs, en tout cas les plus demandés dans le grand public, par le grand public, les plus commerciaux, j'ai envie de dire. Pas uniquement, je suis peut-être un peu dur en parlant comme ça, quoi. Mais il y a beaucoup de cépages qu'on sautait à cette époque-là. Et on n'est pas rentré dedans en Isère, et on s'en remet tout juste. Et puis je pense que le dernier traumatisme, c'est l'arrivée du désherbant dans le vignoble dans les années 60. Donc avant ça, la production viticole était modérée, on dépassait rarement les 40-50 hectoliters. Et donc toute la sélection de la viticulture s'était faite sur des cépages tardifs. Donc la meilleure expression d'un cépage est dans ses limites septentrionales de culture. Donc pour faire des bons vins, il faut que ça mûrisse, mais pas trop vite, pour conserver des tanins, de l'acidité, des arômes. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui reflète le mieux le terroir, et c'est ce qui fait des vins avec une certaine typicité, une certaine profondeur, une certaine originalité, à condition qu'on les cultive à des rendements modérés. Donc c'est ce qui s'est passé avec le désherbant, c'est que la vigne subitement n'a plus eu aucune concurrente, donc les rendements ont doublé, triplé, et donc tous ces cépages patiemment sélectionnés pendant des siècles n'étaient plus valables dans ce schéma de production, importante, à gros rendement, et à faible coût de prix de vente, quoi. Donc il y a énormément de cépages qui ont été abandonnés partout en France, mais aussi particulièrement en Isère, qu'on a remplacé par, le terme n'est pas très éloquent, par des cépages dits améliorateurs, où c'était le contraire, c'est qu'on prenait des cépages venus du nord, on les mettait plus au sud, donc on les mettait dans leur limite méridionale, et là c'était pas pour faire de la qualité, mais plutôt du volume, quoi. Donc la viticulture iséroise, en tout cas ce qu'il en restait, est tombé dans le panneau, à mon humble avis. Donc à partir des années 70, les vins isérois ont été classés en vins de pays. Donc c'était essentiellement des cépages de pinot noir, gamay, chardonnay. Après le merlot est venu un petit peu plus tard aussi. Donc on a fait des gros rendements, on a fait des vins qui étaient pas mauvais, mais qui n'avaient pas de potentiel pour aller plus loin, quoi.
Et donc le but c'était de faire du rendement, c'est d'avoir des degrés minimum toutes les années, hein, parce que bon, vous faites une mondeuse à 100 hectoliters, bon, dans les mauvaises années, vous n'aurez pas le degré requis, quoi, vous serez obligé de chaptaliser fortement, et ça ne donnera pas forcément des bons résultats. Vous faites un gamay qui a 15 jours de précocité par rapport à la mondeuse, vous faites ça à 100 hectolitres, vous aurez 9,5, 10 toutes les années, quoi. Donc c'est dans le schéma dans lequel on nous a mis à partir des années 70. Bon, y a des gens qui ont très bien fonctionné avec ça, qui ont bien gagné leur vie, mais bon, là on s'est rendu compte depuis déjà quelques temps que c'est un schéma qui est vraiment au bout du rouleau, et que bon, y a un renouveau pour la viticulture de qualité. Les gens consomment moins de vin, mais ils consomment du vin de meilleure qualité. Il y a une explosion de la consommation un petit peu partout dans le monde, hein, et bon, il y a surtout une très forte demande, enfin, disons qu'il y a une très forte offre, surtout par rapport au rouge, au niveau mondial, de vins méditerranéens du Nouveau Monde. Donc c'est des vins des très forts degrés d'alcool. Donc c'était des vins très intéressants pour éduquer des gens qui n'étaient pas des consommateurs de vin au début, mais beaucoup d'amateurs de vin, il y a une forte lassitude, parce que c'est un petit peu, c'est des bons vins bien faits, hein, mais c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Il y a moins de diversité, parce que justement, il y a beaucoup de soleil, ça mûrit un peu trop vite, et on gomme un petit peu les diversités qu'on peut retrouver du climat et du terroir. Et donc là, on sait qu'il y aura une forte demande pour des rouges avec des acidités plus fortes et des degrés d'alcool limités, tout en ayant une certaine concentration, hein, une certaine richesse. Et ça tombe bien parce qu'en Isère, on a tout ça, quoi. Donc on est même suréquipé. On a plein de cépages qui vont faire des vins à 11 d'alcool avec des bonnes acidités, qui vont se vendre manger très tard, avec des rendements modérés. Donc il va falloir les valoriser, il va falloir les vendre un peu plus cher que ce qui se faisait il y a encore 10 ou 15 ans en arrière. Et il faut prendre conscience de ce potentiel-là, quoi, hein. Donc ça a recommencé depuis quelques années. Donc il y a un phénomène intéressant en Isère, c'est qu'il y a plusieurs jeunes qui sont installés en très peu de temps, pour la plupart en bio et avec une volonté vraiment très nette de repartir sur des cépages locaux. Donc ça a bien pris. Donc bon, les vins sont plus reconnus maintenant en local, hein, et il y a des demandes. Donc là, on est vraiment en train de se sortir d'une période difficile. Et les vins d'Isère s'exportent aussi, quoi, hein, et c'est pas sur les pinots noirs, les gamay ou les chardonnays qu'il y a des demandes, hein. C'est sur les mondeuses, sur les persans, sur les altesses, sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est là où on se rend compte de tout le génie des gens qui ont sélectionné tous ces cépages pour les adapter à l'environnement local. C'est que notamment, ça a été une très bonne publicité, un très bon vecteur de communication pour nous, pour se faire connaître. Et ça a donné envie aux jeunes de s'installer. Donc ça, on ne s'y attendait pas du tout, hein, très clairement. Parce qu'en plus de ces jeunes qui sont installés dans les années 2000, il y a 7 projets d'installation en cours en Isère, hein, donc ce qui est un chiffre assez impressionnant, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de motivation à l'heure actuelle en Rhône-Alpes pour reprendre des domaines, hein. Il y a beaucoup de vignerons qui arrivent à la retraite et qui ont personne derrière eux. Et au niveau régional, on nous a demandé comment se faisait-il qu'en Isère, il y avait autant d'installations, autant de motivation pour faire de la viticulture dans un département qui est inscrit sur aucun atlas viticole, quoi. Donc on leur a expliqué que c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur les cépages anciens il y a quelques années, et voilà, quoi. Et ces jeunes sont apparemment motivés pour faire des vins avec une certaine spécificité, un certain reflet du terroir. Bon, il faut dire aussi que la réglementation sur les droits de plantation s'est beaucoup assouplie. Donc ça, c'est un point fort pour le département, hein, parce que bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bon, il faut avoir des droits de plantation, et on vous les donne que si vous avez déjà du vignoble. Donc si vous n'en avez pas, on ne vous en donne pas, quoi. Voilà, c'est un peu le système bancaire, j'ai envie de dire. Donc, à la limite, ce qui serait intéressant maintenant, que j'ai un petit peu brossé le topo viticole isérois, c'est d'essayer bon, je vais en oublier, mais parce qu'il y en a tellement, de parler de quelques cépages isérois, mais bon, rapidement, parce qu'il faut que je laisse du temps aussi à Nicolas parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans d'autres départements limitrophes, il y a aussi des
Il y a aussi des initiatives pour reclasser des cépages. Hein. Bon, au niveau Rhône-Alpes, c'est 80 cépages qui sont présents au domaine de Vassal, donc c'est quand même très très important, quoi. Donc, bon, en Isère, par lequel commencer, c'est un peu difficile. Donc, on va dire que les deux cépages dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, donc c'est le persan. Alors, le persan, c'est un replanté en Savoie aussi. Donc, c'est un petit peu sous l'impulsion de la famille Grisard qui a incité pas mal de vignerons savoyards à replanter ce cépage-là. Donc, il y a une quinzaine d'hectares à l'heure actuelle. Il y a une vingtaine de producteurs. Bon, moi, j'en ai planté en 2005, j'en ai 7500 mètres carrés. Je vais en replanter un petit peu l'année prochaine. Donc, j'ai envie de dire que c'est l'ambassadeur des cépages alpins. C'est un cépage qui représentait 200 hectares de superficie dans les années 50, à peu près les 2 tiers en Isère et puis le dernier tiers en Savoie. Et puis 20 ans après, il n'y avait plus rien, quoi. Tout a été arraché en 20 ans. Et selon toujours Michel Bouche, directeur du syndicat des vins de Savoie, c'était le rouge, les rouges issus de persan étaient les vins rouges les plus chers en Savoie avant le phylloxéra, quoi. Donc en fait, le persan, c'est un cépage qui est extrêmement difficile à travailler, qui est très sensible aux maladies, qui est très tardif, qui a des très fortes acidités si c'est vendangé trop tôt, qui est très sensible au coup de soleil, hein, c'est-à-dire que dès qu'il fait plus de 35 degrés, 35, 37, 38 degrés à l'ombre, les raisins grillent au soleil. Hein, donc tant qu'il y avait des petits rendements, qu'il y avait une certaine rusticité naturelle, tout allait bien. Puis quand les arbres sont arrivés, c'était une catastrophe, c'était tout malade, c'était pas mûr, c'était des vins très durs. Donc au bout de 20 ans, il n'y avait plus rien, quoi. Donc bizarrement, c'est quand même quelque chose. Il y a eu les premiers effets qui ont séduit tous les agriculteurs, et après il y a eu le retour de bâton, quoi. Donc il restait, je crois, plus qu'une vigne dans le Grésivaudan, et c'était moins d'1 hectare. On a retrouvé une soixantaine de pieds donc, dans le Nord-Isère, on en a retrouvé un petit peu partout en Isère, il y en a eu aussi en Savoie. Donc il y a des sélections qui ont été refaites. Il y a surtout la sélection qui a été faite par le père de Michel et de Philippe Lézard, donc, qui a fait que grâce à ce travail-là, j'ai pu planter, je crois que c'est autour de 5000 pieds de persan en 2005. Donc cépage à très fort potentiel qualitatif, un très grand potentiel de garde. Donc, je pense que vous en avez goûté plusieurs aujourd'hui. Donc le deuxième cépage isérois qui va se faire connaître, c'est la Verdesse. Donc immense cépage blanc, donc immense potentiel, des très fortes acidités aussi, des acidités très fines, donc ça pour les amateurs de blanc avec des belles tensions, ça c'est exceptionnel. Donc ça c'est un cépage qui est, tout comme le persan, ce sont deux descendants du savagnin, du Jura. Donc ça c'est ce qu'on a appris. Et il y a, suite à la thèse de Thierry Lacombe sur l'origine des cépages, donc ça c'est vraiment un travail mais pharaonique, et on ne s'attendait pas du tout à ce que ça vienne du savagnin. On voyait plutôt une origine avec la Syrah, moi je pensais que ça pouvait peut-être des fois venir un peu d'Italie, je trouvais, notamment sur le persan, je trouvais des choses qui pouvaient se rapprocher un peu de certains vins suisses ou alpins, et en fait non, c'est le savagnin du Jura. Donc, mais c'est logique, on retrouve l'acidité du savagnin sur ces deux cépages. On retrouve un côté légèrement aromatique sur la Verdesse, et le savagnin est un cépage aromatique, ça faut bien le savoir. Donc voilà, les gènes ont été transmis, bien transmis, à notre plus grand bonheur, parce que moi j'aime beaucoup les vins du Jura, personnellement. Donc là il y a 3-4 hectares de plantés, il n'y en a pas beaucoup en production, mais voilà, je pense que tout le monde attend ça avec impatience, qu'il y ait un petit peu plus de volume. Donc ça c'est le cépage dont on va beaucoup parler dans les années à venir. Alors après c'est plutôt, on va dire, des cépages plutôt de zones, de cantons, d'arrondissements. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est parler des reclassements qui ont été effectués, parce que vu qu'ils ne sont pas rentrés dans la liste nationale, il a fallu les reclasser. Donc on a commencé un travail à partir de 2009. Donc le premier cépage à avoir été reclassé, c'est le Mècle, donc le Mècle de Bourgoin, qui était de ma région, qui
qui était cultivé que sur 4 cantons, donc autour de Crémieux, la Tour du Pin, Bourgoin et Morastel. Donc je termine ma 3e plantation de ce cépage-là cette semaine, donc j'aurai un demi-hectare que j'ai planté en tout sur 3 ans. Donc là, à partir d'une sélection que j'ai fait moi-même, sur les vignes de consommation familiale, parce qu'il y a encore 300 hectares de consommation familiale en Isère, et donc ça c'est la carrière d'Alibaba pour tous les cépages anciens, parce qu'il y a des vignes très anciennes, hein. Il y en a pour certaines qui ont été replantées tout de suite après le phylloxéra, et qui n'ont jamais été arrachées et qui ont été complantées. Donc dans ces vignes-là, on va avoir 500 pieds et on peut retrouver 10 cépages locaux, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est sur les 500 pieds qu'il y avait, il ne reste que 10, mais c'est les plus résistants, quoi. Donc là, c'est encore une autre forme de sélection dont on n'a pas encore pris la mesure de toutes les conséquences que ça aura pour les décennies à venir. Donc j'ai fait mon travail tout seul dans mon coin, parce que voilà, c'était vraiment localisé sur une petite aire. Donc j'ai eu la chance de retrouver 200 pieds, j'en ai sélectionné un peu rapidement 160, et je les ai tous plantés sur un demi-hectare, sur un terrain dont j'étais le propriétaire, quoi. Donc j'ai fait, ça sera vigne conservatoire, donc toutes les origines de bois ont été séparées. Donc pour pouvoir l'aspect sauvegarde, parce que dans ces villes de consommation familiale, il y a beaucoup de choses qui risquent d'être éliminées rapidement, parce que la moyenne d'âge des viticulteurs est très très élevée. Donc même s'il y a des choses qui sont un petit peu virosées, un petit peu panachées, qui ne sont pas ultra top, on les a prises quand même. Et donc ça sera conservatoire, ça sera parcelle expérimentale, on va resélectionner dedans. Bon, par exemple, je vais planter sur une autre commune, sur l'île de Crémieux, donc là c'est une géologie, c'est des terrains très maigres, calcaires. Donc là j'ai déjà vu, au bout de la 2e année de plantation, qu'il y a certains cépages qui poussent plus que d'autres et plus vite. Et donc je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une sélection pour ces terrains calcaires très maigres, parce que là on aura besoin de vigueur, on aura besoin que ça pousse bien. Et puis voilà, sur les 160 pieds, peut-être que je vais en sélectionner 50, on verra, je ne sais pas du tout, ça sera visuel. Donc j'ai jamais goûté de mec là, j'en ai planté un demi-hectare, mais je fais confiance aux aïeux, à ce qu'ils nous ont laissé. J'ai lu beaucoup de choses dessus, parce qu'il y a une bibliographie qui est très riche, qui date de la fin du 19e. Et donc voilà, ça sera la surprise qu'on goûtera d'ici 2-3 ans, aujourd'hui, enfin le même jour dans 2-3 ans, quoi. Ça sera un plaisir de vous faire découvrir tout ça. Donc c'est en rouge, et c'est encore un descendant du Savagnin. Et pareil, donc avec des bonnes acidités. Et ce qui est marrant, c'est que les grappes de Verdès, je l'avais pas vu avant les résultats de cette thèse, les grappes de Verdès et de Mecque, c'est quasiment la même chose, quoi, sauf qu'il y en a une qui est en blanc et l'autre qui est en rouge. Et le persan, c'est pareil, donc, sauf que c'est une grappe qui est beaucoup plus resserrée, mais les trois ont des baies qui sont ovoïdes, quoi. Et les trois ont des fortes acidités, des grosses matières en bouche, donc voilà, je pense qu'il faut planter, quoi, il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors après, le 3e cépage, donc c'est le Bia, donc qu'on a reclassé. Donc ça, c'est un cépage aromatique tardif, donc qui est aussi présent dans les coteaux du Gier, donc c'est là où on se rejoint. Et donc là, c'est un descendant de la Mondeuse Blanche, donc toujours la thèse de Thierry Lacombe, et de son équipe du domaine de Vassal. Donc lui, il a été abandonné apparemment parce que très très tardif. Donc tant qu'il était en coteau bien exposé à petit rendement, tout allait bien. Et le Vionnier aussi, que vous connaissiez mieux, est aussi un descendant de la Mondeuse Blanche, et tout comme la Syrah, tout comme la Mondeuse Noire. Donc la Mondeuse Blanche, qui a été sauvée par Roger Raffin dans les années 80, qu'on n'a pas retrouvé dans le vignoble, était aussi un cépage emblématique du Rhône-Alpes. Et donc le Bia, il a un caractère aromatique moins marqué que le Vionnier, mais il y a des très bonnes acidités. Donc ça fait partie des cépages avec beaucoup de vivacité qui vont être très recherchés dans les années à venir par on va dire les amateurs, les dégustateurs confirmés, quoi. Ce ne sera peut-être pas un cépage grand public, mais à mon avis, je pense qu'on va faire des choses vraiment très très intéressantes, quoi. Pareil, on est dans le cépage tardif, à mettre dans des coteaux très chauds, et en principe c'est là qu'on fera les meilleurs vins. Donc pareil, rendez-vous dans quelques années. Donc là on bute sur le fait qu'on n'a pas beaucoup de bois disponibles, parce qu'on n'a retrouvé que 14 pieds. Bon, on bute aussi sur le fait qu'on n'a pas pu rentrer ces cépages dans les cahiers des charges de l'IGP Isère. Bon, le mec, on a eu juste le temps de le faire parce que c'était fait une année avant. Donc là, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance.
Mais de toute façon, j'ai des droits issus d'arrachage, donc de toute façon, je peux les planter dans le pire des cas en vin de France, ça aurait quand même été un peu dommage. Donc on attend que ça se débloque au niveau de l'INAO, parce que bon, là c'est plus compliqué. Et bon, voilà, on verra avec le BIA. Donc le quatrième cépage, c'est la Sérénaise. Donc la Sérénaise de Voreb, de Moirande, de La Tronche ou Cyrénée de Romans. Donc c'est un cépage qui était planté le long de la vallée d'Isère, un cépage rouge. Donc apparemment très qualitatif aussi, d'après ce qu'on en a lu. Hein. Bon, toujours même réponse, même remarque, on n'a jamais goûté, mais bon, vu ce qui est écrit, on travaille là-dessus. Donc on a retrouvé une parcelle à Saint-Nazaire-les-Aisnes, dans le Grésivaudan, donc il y a 70 Sérénaises, donc dans un état sanitaire qui n'est pas exceptionnel, mais bon, on va essayer de sélectionner les meilleurs, d'essayer d'en prendre une quinzaine, une vingtaine, pour pouvoir repartir sur une sélection. Et puis pour permettre aux vignerons, là c'est plutôt les vignerons du Grésivaudan, du Pays Voironnais, de retravailler là-dessus. Et le cinquième cépage, c'est l'Anchette du Trièvre, donc là qui est en cours de reclassement. Donc là c'est un petit peu plus long parce qu'il n'y avait pas de bibliographie du tout. Donc là on part sur une expérimentation de plusieurs années. Donc on a négocié pour que ça se fasse un petit peu plus rapidement. J'espère que ce sera le cas, que ça puisse être reclassé à partir de l'année prochaine. Alors ce qui est vraiment assez époustouflant sur la Sérénaise et sur l'Anchette, c'est que ce sont, j'ai envie de dire, deux sœurs. Hein. C'est pas des demi-sœurs comme souvent, parce que certains cépages sont des gros géniteurs. Hein. Le Savagnin a 70 descendants à peu près, 60-70, pareil pour le Gouais, qui est un cépage du centre de la France. Et donc là, la Sérénaise et l'Anchette sont tous les deux issus d'un croisement. Donc le Gouais blanc, donc cépage qui était très planté au Moyen-Âge, et qui était planté aussi en Isère. Et puis le Chapus de l'Ardèche, mais qui était aussi cultivé dans les Alpes, dans l'Isère, en Savoie. Donc là, quand on a vu les résultats, enfin moi, ça m'a quand même assez surpris. Et donc là, on verra. Hein. Il y a eu deux micro-vinifs sur l'Anchette. Donc ce qui a été très très intéressant, puis là on a encore vu le génie de sélection des anciens, c'est que le Trièvre, la contrainte, c'est que c'est un climat qui est frais, c'est très ensoleillé, c'est 2300 heures d'ensoleillement. Donc par exemple c'est au moins 200 heures de plus que chez moi, et pourtant j'ai 10 à 15 jours d'avance sur le Trièvre. Donc ils ont été capables de trouver un cépage tardif, de deuxième époque, hein, qui puisse mûrir, mais tout en n'ayant pas trop d'acidité à la fin. Et on s'est rendu compte, à l'analyse du vin, des raisins, qu'on avait un degré qui tenait la route, je crois que c'est 10,5-11, on avait un vin très intéressant, et qu'on arrivait à faire mûrir des cépages de deuxième époque. Donc deuxième époque, c'est plutôt, c'est la Savoie, c'est l'Isère, c'est le Rhône-Nord, c'est plutôt des cépages assez tardifs. Et faire mûrir ce genre de cépage-là en ayant des acidités qui soient, on va dire, civilisées. Donc c'est là, on s'est vraiment rendu compte de tout le travail qui a été fait pendant des siècles. Voilà, tout simplement, pour être plus pragmatique, les anciens n'avaient pas cultivé des cépages pour faire des vins de bas. Donc quand on explique ça aux techniciens, aux scientifiques, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pourtant, il n'y a pas d'autre réalité que celle-là. Donc voilà pour ce qui est en cours. Donc on est plutôt parti dans le reclassement sur les cépages qui étaient un peu plus emblématiques. Surtout, ça nous intéressait cette notion de cépages cultivés sur des aires très restreintes. Donc après, il y en a d'autres derrière, hein, qui étaient classés. Donc là, il y a le sixième cépage, donc c'est le Cervalin. Donc là, c'est le Sébastien Bénard, tout jeune vigneron qui a fait une plantation cette année, donc à la Buisse dans le Pays Voironnais, qui a commencé une sélection l'année passée, parce que le secteur du Pays Voironnais, donc surtout les communes de Moirande, Saint-Jean-Moirande, c'était vraiment le quartier général du Cervalin. Il y avait encore presque 140 hectares sur ces deux communes, donc c'était dans les années 50, donc c'était vraiment énorme. Et c'est un coin, c'est un cirque très chaud, c'est un microclimat qui est très chaud, c'est des sols très filtrants, et c'est assez bas en altitude. Donc ça, c'est un cépage très tardif, c'est un cépage de troisième époque, donc c'est à peu près du même niveau que le Cabernet Sauvignon. Ça va se vendanger 10 jours après la Syrah, pour que vous compreniez bien, qui est déjà considéré comme un cépage tardif, mais qui en fait n'avait pas tant que ça. Donc toujours même refrain, hein, petit degré, faibles acidités, fortes acidités, pardon.
et donc travailler comme il faut, quoi, en culture biologique avec des rendements modérés. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est un cépage extrêmement vigoureux. Il faut voir les pieds de Sarvanin, quoi. Au milieu des vignes, on les voit à 30 mètres. Hein. Ça, on sait que c'est un Sarvanin tellement c'est puissant, c'est vigoureux. On a retrouvé 3 souches sur la commune de Saint-Cassien, des souches qui ont été estimées à un âge de 120 à 130 ans. Donc les souches étaient à peu près, à la base, larges comme ça. Je le montre devant la caméra. Il y a des photos sur Internet. Hein. Sur la page Facebook du Centre d'ampélographie alpine, vous verrez ça. Donc, et puis le pied en pleine santé. Il y avait 3 kg de raisin pendu après, quoi. Donc c'est pour ça, sur l'âge des vignes, bon, il y a sûrement des choses à revoir. Donc c'est une vigne qui n'a pas connu le désherbant pendant des décennies, donc elle a dû sûrement pas trop produire dans sa jeunesse, mais elle a fait un enracinement qui est plutôt de l'ordre du pipeline que de la racine. Et bon, cette souche-là, et c'est pareil, bon, il restait 3 souches dans cette parcelle-là, donc là, l'INRA nous a carrément demandé des bois, quoi, hein, parce que c'est pas tous les jours qu'ils voient des cépages comme ça, aussi anciens. Donc c'est extrêmement vigoureux et c'est peu productif. Donc ça, très très intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut planter ça un peu n'importe où, on peut en herber complètement, on va même pas mettre d'engrais et on va faire 40-50 hectos toutes les années, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est pas très intéressant. Donc en fait, en Isère, on s'est partagé les tâches. Hein, donc on a la chance que plusieurs vignerons s'installent un petit peu aux 4 coins du département. Donc Sébastien a pris en charge le Sarvanin. Et donc j'en ai encore pour 5 minutes, Gilles, et ça va être fini. Parce que Gilles va encore en parler. Et donc après, là, les cépages sur lesquels on va travailler cette année, on va faire une sélection de Salagnan au Robin Noir, parce que justement, il y a un vigneron qui va s'installer bientôt, donc Pierre Pelfren, vers Bourpère. Donc en fait, c'est un cépage qui était présent dans tout le nord d'Isère, sur la partie graiseuse, molassique de l'Isère. Donc on en a retrouvé une trentaine, une quarantaine, donc c'est les seuls aussi qu'on a trouvés. Donc pour préparer le travail en amont à ces vignerons, on va se dépêcher de faire une sélection. Donc là, apparemment, c'est un cépage plus productif. Bon, on n'a pas trop d'informations dessus, mais bon, on verra ce que ça donnera. Et après, il y a encore le Joubertin, qui est un cépage assez précoce. Donc on a conseillé à la plantation dans le Triel, donc qui est un descendant du Persan et du Péloursin. Donc le Péloursin, autre chose très planté en Isère, mais aussi en Savoie, dans la Bresse, dans le Bugey, jusque dans le Jura. Donc ça, c'est très très productif. C'est très rustique. Bon, c'est pas tout à fait ce qu'on recherche, hein, on le dit honnêtement. Mais bon, voilà, c'est pareil, c'est un cépage. Il y aura du raisin toutes les années avec très peu de traitement, donc sans engrais, même peut-être sans travail du sol. Donc faire du raisin avec 3 fois rien, avec le Péloursin, c'est possible. Donc il ne faut pas se défaire de ce genre de cépage-là, même si ça ne rentre pas dans nos objectifs, on va dire, à l'échéance de la génération. Et donc, je vais en oublier, hein, de toute façon, et je vais en rester là parce que bon, je ne peux pas monopoliser la parole. Donc, conclusion, on a 3 cépages inconnus qu'il faut vérifier encore cet été, dont 2 en blanc. On avait même un 4e cépage inconnu qu'on a retrouvé dans le Pays Voironnais, donc en blanc aussi. On est toujours à la recherche de biais blancs. Peut-être qu'on en trouvera, on verra. Rien n'est impossible. Paradoxalement, notre vignoble isérois a 10 ou 15 ans d'avance en matière de réhabilitation de cépages anciens par rapport à quasiment tout le monde, quoi. Sans prétention aucune, on est plus dynamique à ce niveau-là que bien d'autres régions. Et parce qu'on a découvert, il y a déjà une quinzaine d'années, qu'on avait tout cet héritage qui était là, donc il fallait s'occuper. Et on a compris que c'était l'avenir et le renouveau de la viticulture iséroise. Et donc le fait marquant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des jeunes qui veulent s'installer en viticulture en Isère pour faire du vin. Et voilà, donc ça part. Je pense que c'est la meilleure des conclusions et que c'est la digne succession du travail qui a été fait pendant des siècles par nos aïeux. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi studieux, aussi attentif. C'était un plaisir. Synthèse.
moi je vous propose un témoignage sur une région beaucoup plus petite. Donc les Coteaux du Gier. On va commencer par une leçon de géographie. Alors la vallée du Gier, c'est la vallée qui part de Saint-Étienne et qui va jusqu'à Givors. Le Gier, c'est la rivière qui se jette ensuite dans le Rhône. Alors dans cette vallée, il y a d'un côté au sud le Pilat et au nord les monts du Lyonnais. Et c'est un peu une zone de transition parce qu'au nord, donc, il y a les coteaux du Lyonnais, le Beaujolais, où là les cépages sont plus le Gamay, le Chardonnay. Puis après au sud, il y a tout le coteau de Vienne, les côtes du Rhône avec la Syrah, le Lyonnais, la Roussanne. Et donc il y a un choix de cépages déjà présents. Mais le but c'était de se créer une identité. Et donc on a recherché dans l'historique des cépages qui étaient présents. Et dans la bibliographie, dans les mairies, il y avait donc les zones d'encépagement présents. Donc à Chagnon, on a trouvé le chouchillon, qui est un cépage blanc. Et puis du côté de Mornan, là on a trouvé le mornin noir. Alors, ensuite, c'est un point que Nicolas n'a pas trop développé, c'est tout le travail qu'il y a de réhabiliter ces cépages, parce qu'il faut savoir qu'il y a une liste nationale de cépages, et tous ceux qui ne sont pas dans cette liste, on n'a pas le droit de les cultiver, donc on n'a pas le droit de faire du vin. Donc, ce qui fait une restriction assez importante sur toute la diversité des cépages qu'il y avait. Donc on a fait d'abord un travail bibliographique, et il y avait assez de bibliographie pour le mornin pour l'inscrire directement, mais pour le chouchillon, il a fallu faire toute une demande à un comité national de sélection de la vigne, faire une parcelle expérimentale, donc planter des pieds de chouchillon en comparaison avec un témoin qui a été la Roussanne et le Lyonnais. Donc ces pieds, on allait les chercher dans les vieilles vignes de Condrieu. Donc à côté du Lyonnais, on a fait venir des ampélographes qui ont pu cerner des pieds de chouchillon. Donc on avait plusieurs pieds qu'on appelle des accessions, qu'on a plantés dans une petite parcelle expérimentale de 2000 mètres, en faisant des répartitions aléatoires, pour être sûr que l'hétérogénéité, comment dire, que la comparaison soit bien faite entre le chouchillon et le témoin, qu'il n'y ait pas d'effet au sein de la parcelle de microclimat, de micro-terroir. Donc cette plantation s'est faite en 2010, et il a fallu ensuite faire des observations pour créer toute la bibliographie. Donc des observations au niveau de la date de débourrement, les dates de floraison, les dates de récolte, pour savoir si c'était un cépage plus ou moins précoce. Ensuite, on a observé l'ampélographie, la forme de la feuille, les rameaux, les fruits, les fleurs. Ensuite, on a fait des micro-vinifications. Donc là, cette année, on a eu 60 litres de chouchillon. Il faut dire que c'est pas facile de vinifier des si petits volumes, parce que la fenêtre entre la réduction et l'oxydation est très courte. Donc il faut vraiment être derrière ce vin tous les jours, aller voir si ça va bien goûter et être très réactif dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Et donc là, c'est la deuxième année où le chouchillon est mis en bouteille. Donc on vous le propose à la dégustation, si vous voulez venir sur le stand. Et maintenant, l'étape va être de créer une vigne mère de greffon pour proposer du matériel végétal, afin de le greffer et de pouvoir coloniser un peu plus les coteaux du Gier et répandre ces cépages pour pouvoir le rendre visible. Parce que pour l'instant, juste avec 2000 mètres, il n'y a pas grand monde qui le connaît. Donc le but, c'est de travailler avec des porteurs de projets qui seraient intéressés pour planter de la vigne et pour planter ces cépages, le chouchillon et le mornin. Donc pour l'instant, il y a 4 jeunes ou plus ou moins jeunes qui sont intéressés par ce projet. Et on est en train de faire tout un travail de zonage
avec la SAFER pour pouvoir trouver des propriétaires qui seraient d'accord pour vendre des parcelles et être replantés. Donc c'est un sacré travail de toute cette phase de recherche déjà de zones où il y avait ces anciens cépages jusqu'à les réhabiliter. Et c'est aussi le côté associatif qui a beaucoup permis ça, qu'il y ait pas mal de gens qui soient là pour aider à cultiver cette vigne expérimentale et qu'on voit qu'il y a un soutien, qu'il y a vraiment une volonté d'identité de terroir. Par exemple, la vigne, le terrain qu'on a où on a planté la vigne, c'est une des adhérentes qui avait son grand-père qui cultivait de la vigne et qui a vu tous ces coteaux dépérir et donc qui nous a mis à disposition cette parcelle. Donc il y a vraiment une volonté de retrouver cette identité. Après, on va essayer déjà de mener à bien la réhabilitation du Chouchillon. Donc au mois d'octobre va être la prochaine commission où on va présenter tout le dossier complet. On a fait aussi une dégustation avec toutes les caractéristiques dégustatives, donc c'est essayant les aromonés, la longueur en bouche, puis ça sera référencé ensuite dans la bibliographie. Et pour l'instant on se concentre sur ces 2 cépages. Donc si on arrive à la finalité du Chouchillon, on essaiera de trouver d'autres cépages. Là, il y a la rousse qui était présente, il y a le Bia aussi. Donc il y a tout un potentiel à exploiter encore avec ces anciens cépages. Et c'est un travail très intéressant. Voilà. C'est encore un peu nouveau dans ce monde des anciens cépages. Donc, je dirais que au niveau données historiques, j'ai encore beaucoup à explorer, mais je vois que c'est vraiment une mine. Donc, d'être en contact de gens comme ça, passionnés, et ils me transmettent leur passion et leur volonté d'avoir un renouveau de cette viticulture de terroir. Mais Nicolas, toi t'es petit-fils de vigneron, il me semble, non? En fait, je suis neveu de vigneron. Mon oncle était double actif. Et puis mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils faisaient entre autres de la vigne, mais ils faisaient du tabac, des céréales, de l'élevage. Enfin, c'était comme ça que, en fait, c'était des vignerons paysans en Isère. D'accord. Et toi alors? Et moi, je saute dans le train en marche et j'essaye de voir un peu comment ça marche. Mais l'association préexistait avant que tu... Elle a été créée en 2006. D'accord. Par Pierre-André, vous voyez derrière vous. C'était un des fondateurs, vigneron des Coteaux du Gier. Vous avez fait des études d'énologie? Oui, à Dijon, la faculté d'énologie. D'accord. Il y a carrément une faculté d'énologie. Parce qu'avant, l'énologie, c'était un secteur de la faculté de biologie, par exemple, à Toulouse. C'est le diplôme national d'énologie, il y a 5 écoles, il y a à Toulouse, Montpellier, Dijon, Bordeaux, Reims. Où là, j'ai jamais entendu parler des anciens cépages. À Dijon, c'était que Pinot Noir Chardonnay. Chaque région avait son... Moi aussi, j'ai fait le diplôme d'œnologue et je ne savais pas qu'on avait fait la même école. Dommage, ça. C'est de richesse derrière. Et c'est justement... Après, il y a une richesse avec le Pinot Noir qui est extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on pourrait proposer des interventions dans les facultés pour passer la main à d'autres qui parleront de ça. Les jeunes, c'est vrai que les jeunes ont envie de... Oui, comme je vois comme ce discours m'a touché, je pense qu'on pourrait éveiller la curiosité de pas mal de monde. Non, il n'y a pas d'histoire de vin dans votre film. Non.
des vétérinaires. Mais bon, je suis rentré dans la grande famille des vignerons. C'est pas un souci. Il y a plein de jeunes qui sont rentrés en ce moment. Ah ouais. Bah voilà. Une richesse d'ailleurs dans le monde de la viticulture inestimable. Hein. Tous ces gens qui viennent d'horizons différents avec des idées neuves un peu et qui n'ont pas les idées justement arrêtées des générations passées, comme expliquait Nicolas avec les désherbants, la chimie et compagnie, et les œillères, là, au moins des gens qui ouvrent le monde de la viticulture. Et puis dans le cadre associatif aussi. Toutes ces associations qui se créent là, dans différents vignobles, bah, c'est vraiment une porte ouverte pour... on dit, bon, il y a un terme avec la chambre d'agriculture, c'est ceux qui sont non issus de hors cadre familial. Voilà. Les hors cadres. Et les néo-agriculteurs qui viennent bousculer les choses. Et donc il y a un réseau entre ces associations, entre le Trièvre, le GIE, le centre d'ampélographie. Et... Après, il faut dire chez nous, les gens qui veulent s'installer aussi vignerons, quand vous allez traîner vos guêtres du côté de Condrieu, Saint-Joseph ou Monti, il faut y aller les poches. Il faut pas y aller. Donc, comme c'est bloqué de ce côté-là, Ouais, c'est sûr. entre 400 000 et 1 million d'hectares, voilà, vous voyez les Alors, gens ce qui sont sont installés les là-dedans. dynasties, là. Donc après, bah, Et ils puis, viennent voir des vignobles un peu plus... Ce qui est important aussi, c'est de sentir que les gens ont envie que je m'installe. Voilà. Si, en allant dans un vignoble qui Toute la marche région. bien, bah, il y a une concurrence, une compétition entre les vignerons, il n'y a pas de place pour des nouveaux. Quoi. Mais toute la région d'Annonay, ça descendait plus bas que Condrieu, parce qu'au 18e, il y avait déjà, Annonay s'appelait déjà Rochevigne, hein, c'était déjà des endroits où il y avait énormément de viticulteurs. Et c'était véritablement une activité à titre principal. Mais maintenant, on ne parle pas, Annonay, c'est plutôt le Syrah, hein, c'est plutôt ces vins qu'on trouve qui sont, il y a 2 ou 3 cépages, et il n'y en a pas plus dans ce coin. C'est un peu perdu. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir des associations comme les vôtres pour renouveler tout ça. Après, malgré tout, le problème de la viticulture et des viticulteurs, c'est aussi la prise de risque. Parce que quand on vient cultiver des nouveaux cépages, qui sont des anciens, eh ben, il y a une prise de risque par rapport à ça. Et un viticulteur installé, eh ben, il a des difficultés à remettre en cause son installation, alors qu'une association, elle va prendre le risque parce qu'elle va aller chercher une petite aide à droite, à gauche, et puis elle va tenter. Ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que l'association prend le risque, à la limite, et derrière, le jeune vigneron qui s'installe, eh ben, va utiliser ce risque pour s'installer derrière et faire les bons choix. C'est un peu... Voilà, dans les coteaux du Gier, l'association a créé un groupement foncier agricole pour acheter du terrain. Donc c'était des cerisiers en friche, à tout défricher, travailler le sol, et maintenant elle peut mettre à disposition ce terrain, à discuter pour le contrat de location, à des jeunes qui cherchent à s'installer. Donc ça fait déjà tout un premier travail de défrichage qui est assez important. Qui est fait. D'autant plus sur votre région, où il y a une grosse pression foncière, c'est Givors et Saint-Étienne, qu'on n'a pas forcément sur le Trièvre, et qu'un jeune qui arrive n'est pas forcément, et lui il va vouloir planter sa vigne et s'occuper du foncier, c'est pas forcément son truc, quoi. Et là, l'association des Coteaux du Gier, elle a fait un travail formidable en amont qui permet ça, quoi. C'est là où la force de ces associations, puisqu'il y a aussi une association qui s'appelle les Vignes de Tarentaise, qui réhabilite les coteaux d'Em sur la Tarentaise, et qui ont un peu les mêmes principes que les différentes associations. Voilà. Et est-ce que dans le Gier, il y avait déjà des vignes dans cette région-là? Oui, à l'origine. Il faut savoir aussi que les coteaux du Gier, enfin la vallée du Gier est une vallée minière. Donc les mineurs buvaient une grosse quantité de vin. Bon, c'était pas le même type de vin qu'aujourd'hui, c'était un vin très faible en alcool, pour se déshydrater, pour se réhydrater plutôt. Après le phylloxéra, en fait, les gens ont replanté beaucoup les hybrides. Il y a eu jusqu'à 1700 hectares de vignes dans le canton de Gier. Tu sais à quelle époque? Fin 19e. Aujourd'hui, il en reste à peu près une vingtaine. Donc voilà, vous voyez. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers, ça a été encore des hybrides
parce qu'il y avait à la fois la mine et la sidérurgie. Donc c'était sur le bassin stéphanois. Le vase, c'était un aliment. C'était un aliment pour le travail de force. Et un mineur, on distribuait jusqu'à 5 à 6 litres de vin par jour. Et c'était des vins qui faisaient entre 5 et 6 degrés. Oui, c'est ça. C'était pas... Puis au fur et à mesure que la mine, le charbon a disparu, la sidérurgie aussi, ben, tous ces mines se sont arrachées. Moi, mon père avait 3 hectares d'hybride quand j'étais gamin, et au début des années 70, tous ces gens qui venaient chercher du vin, des marchands de Saint-Étienne avec des tonneaux, tout ça, ça a disparu. On a fini par vendre le vin d'hybride aux marchands, la vallée du Rhône, qui veulent couper avec du vin d'Algérie pour faire du côte du Rhône, j'imagine. On vendait ça à des prix, c'était plus 70 centimes de francs litre à l'époque, la dernière année, en 73, il y avait une grosse récolte. Donc après, tout a été arraché. Et puis en fait, la culture de... Je crois qu'il y avait des primes pour les Oui, oui. arrachages. Et en fait, les gens avaient perdu... Après, les gens ont replanté de la vigne, un peu des gamets, des pinots, mais ils avaient perdu la culture de la vinification. Les gens savaient à peu près cultiver la vigne, mais alors faire vin, c'était... Bon, on retrouve encore quelques parcelles de vignes qui étaient cultivées dans un cadre familial. Et c'est avec ça qu'on a essayé déjà de lancer un premier viticulteur, Christophe, qui a 1,5 hectare de vigne maintenant, et qui est sur le point de faire le pas pour se lancer comme étant exploitant viticole à plein temps. Pour l'instant, il est en double activité. Pour ça, il y a la transition est longue. Voilà, ça fait 3 ans qu'il fait ça et il y a un saut à faire au niveau engagement financier. La surface minimum par la Chambre d'agriculture, c'est 3 hectares 25. Mais il faut combien pour avoir le statut de vignoble.